Bonjour, Bonjour. bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Je crois qu'on attend encore quelques participants. Je vous propose donc d'attendre encore peut-être 1 ou 2 petites minutes pour laisser aux gens le temps d'arriver. Alors, je revérifie juste sur le nombre d'inscrits, combien de personnes nous attendons encore. Effectivement, il nous manque encore un certain nombre de gens. Donc je propose d'attendre encore juste une petite minute et ensuite on pourra commencer à je laisserai la parole à Marie pour sa présentation. Marie, peut-être que pendant ce temps, tu peux remettre la slide, le partage de slide, pendant qu'on attend les derniers arrivants. Pas de souci, je fais ça. Je couperai la caméra si jamais ça bug trop. Est-ce que vous voyez le diapo là ou pas? Parce que moi, je ne vous vois plus du coup. Je ne vois plus les hochements de tête ou autre. Oui, C'est tout bon? oui, Ok, super. pour nous, tout marche. Parfait. Bon, il est 12h02. Je propose de commencer, sans transition et les participants manquants nous rejoindront, certainement bientôt. Donc bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau Café Brousse. Ravie de vous accueillir, pour ce format. Un petit rappel, sur, ce qu'est un Café Brousse. Ça s'inscrit dans les activités du groupe de travail, Pays en développement et biodiversité, du comité français de l'UICN. Et il s'agit d'un temps de partage d'expériences, par et pour les membres, du groupe de travail, qui est ensuite, enregistré et diffusé, sur la chaîne YouTube du comité français, et également publié sur la page du groupe de travail, après coup, donc pour faciliter la diffusion. Et donc petit rappel un peu de format. Ce Café Brousse dure 1 heure. On commence par environ 30 minutes de présentation et on continuera ensuite par 30 minutes de questions et réponses. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat, un peu au fil de l'eau. Et en fin de session, vous pourrez bien sûr lever la main et poser, votre question directement de vive voix à notre présentatrice. Donc je vais laisser la parole, aujourd'hui à Marie Jacquier. Bonjour à tous. Oh, Merci. pardon. Ah, Ah, oui, vas-y. pardon, on a eu Ça a juste coupé. un tout petit, Oui, décalage. J'ai été coupée. J'allais juste te présenter eh ben, brièvement. vas-y, c'est parfait. Parfait. Et ben, ensuite, je te laisse la main. Donc, Marie est docteure vétérinaire et responsable mécénat du SEVA Wildlife Research Fund, du fonds de dotation, pardon, SEVA Wildlife Research Fund. Et elle va nous parler aujourd'hui des enjeux de la conservation des pangolins, notamment à partir de son expérience récente au Cameroun. Et voilà, Marie, je te laisse la main sur cette présentation. Super, merci beaucoup Ariel. Bonjour à tous. Alors je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des remarques ou si vous ne voyez pas passer le diaporama. Donc l'idée c'était de vous parler, c'était suite à une discussion avec un
un ami, donc Jean-Marc Sivière, qui fait également partie du groupe de travail des pays en développement et biodiversité. Je lui avais partagé une expérience et des problématiques auxquelles j'ai été soumise. Et donc, il a dit que ça serait intéressant d'en discuter ensemble. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter rapidement le contexte d'une mission que j'ai dû effectuer. Je suis allée remplacer donc une consoeur au Cameroun. C'est pour ça que j'ai mis le nom de Marine Montblanc. Je ne sais pas si elle va pouvoir nous rejoindre pour le débat. Et je m'inspire très librement d'une présentation qu'elle a faite et qui était super et que j'ai reprise. C'est pour ça que je me suis permis de la mentionner. L'idée, c'est donc de vous présenter un peu qu'est-ce que sont les pangolins et les enjeux qu'on a pu avoir sur place. Avec moi des préoccupations en fait qui ont émergé pendant la mission et à l'issue de cette mission, parce que j'ai la casquette donc vétérinaire où je m'occupe des individus en tant qu'être vivant, mais j'ai une grosse part aussi de mon métier actuel et ce vers quoi j'ai orienté mon métier de vétérinaire qui est en lien avec l'écologie et la conservation plus largement. Et donc, je me suis retrouvée un peu prise en étau dans des questionnements internes que je vous exposerai à la fin de cette présentation et justement qui pourront être l'objet d'un débat et aussi de retours d'expérience de votre côté pour avoir des points de vue divers sur des situations qui ne sont pas simples à gérer. Donc, tout d'abord, un premier petit point sur qu'est-ce que sont les pangolins et où se situait donc, le sanctuaire. C'était au niveau du Tiki Wood Foundation au Cameroun. Il faut savoir qu'en fait, c'est un centre qui a été créé en 2019. C'est le seul centre d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale qui récupère des pangolins. Donc, il est situé au niveau du parc national de la Méfou. Je vous ai mis une petite carte après pour que vous compreniez certains des enjeux aussi qui peuvent soulever des questions en lien avec la localisation géographique. En fait, il a été convenu avec le ministère des Forêts et de la Faune en 2021 de pouvoir confisquer activement des pangolins qui étaient vendus vivants sur le territoire. Juste pour remettre dans le cadre, donc il y a un gros, j'en reparlerai, mais un gros trafic illégal qui se fait. Là, on était proche de la capitale Yaoundé, donc ça concernait vraiment des pangolins vivants et non du trafic au niveau des aéroports où les pangolins sont déjà morts. C'est un petit élément de contexte, mais qui est important. Donc ça, c'est juste pour vous resituer le Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran. On est au niveau de la corne ouest de l'Afrique. Donc on est coincé entre la République centrale africaine. On a le Gabon qui est juste en dessous et le Congo au sud. Donc c'est un pays qui est relativement vaste et grand avec comme capitale Yaoundé. En vert, ce que vous voyez justement, c'est le parc national de la Méfou. Vous avez un petit avion qui représente Yaoundé et l'aéroport. Et donc, on était au niveau de cette zone grisée sur la carte. Et plus précisément, donc, il y a un sanctuaire au niveau de la zone verte. Mais nous, on n'était pas dans cette partie de forêt protégée. Ça, c'est une autre carte où je vous montre la réserve du Dja, qui est globalement mise en rouge sur la carte et donc qui est au plus au sud du sanctuaire où on récupérait les pangolins. Il faut savoir qu'il faut compter plus d'une demi-journée globalement de transport pour rejoindre cette réserve. Cette réserve, pourquoi je vous la mentionne parce qu'en fait, c'est la réserve où on relâchait les pangolins. Après la réhabilitation, on allait les relâcher ici et c'est une réserve qui, celle-ci, par contre, est protégée. On reviendra sur ces éléments, mais gardez-les en tête. Moi, ça m'a questionné par la suite et voilà, ça faisait partie de certains enjeux de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'un pangolin je vais adapter le temps de parole, mais c'est juste pour refaire un point. C'est des espèces qui sont parfois peu connues ou mal connues. Juste, ça vient du malais et ça signifie celui qui s'enrôle. Vous allez voir que c'est l'un de ses principaux moyens de défense, si ce n'est le seul. Les pangolins ont des caractéristiques communes parce qu'il y a plusieurs espèces. Donc là, on ne peut pas faire un petit quiz, mais ça aurait été intéressant. Je vais vous présenter les espèces par la suite. Il y a un régime alimentaire de ces espèces qui est très spécialisé et on a des adaptations donc, anatomiques qui sont uniques en lien avec un mammifère qui est quand même très vieux et un peut-être des plus vieux au niveau de la phylogénie qu'on connaisse et avec des comportements notamment fouisseurs et solitaires assez atypiques qui questionnent aussi par la suite pour les relâcher et la réhabilitation.
Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une, mais plusieurs espèces de pangolins. Il faut savoir qu'il y a 8 espèces de pangolins dans le monde. On en a 4 en Asie, 4 en Afrique. Nous, au niveau du... Donc ça, je vous montre juste, c'est un ordre qui a une très grande plasticité. Et c'est le second, donc c'est le mammifère qui a le second nombre de chromosomes le plus élevé. Et se poser la question, quelle que soit l'espèce, donc continent asiatique ou africain, d'un ancêtre, bien sûr, d'un ancêtre commun. Il faut savoir qu'au Cameroun, on a 3 des 4 espèces africaines, donc au niveau de toute l'Afrique du Nord et centrale. On a le pangolin à ventre blanc que vous voyez, donc qui est une espèce nocturne, qui est terrestre et arboricole. Donc arboricole, c'est-à-dire qui monte aux arbres. Un poids globalement compris entre 1 et 3,5 kg. C'est des individus relativement petits qui font jusqu'à 1 mètre, sachant que la queue fait plus de la moitié de la longueur du corps. Alors, le nombre d'écailles est mentionné parce que c'est des éléments parfois importants pour identifier les espèces. On a également le pangolin à ventre noir. Donc, lui, c'est la seule espèce diurne, ce qui est un avantage quand parfois on les a en soin. Exclusivement arboricole, donc il a moins ce comportement fouisseur que le pangolin à ventre blanc, un poids et une taille qui est globalement équivalente. Et on a un nombre d'écailles qui est beaucoup moins important avec des écailles qui sont beaucoup plus grosses. Et ensuite, on va trouver également donc, les pangolins géants. Vous avez peut-être dû en entendre parler. Donc là, on est vraiment sur des individus où il faut être plusieurs pour les manipuler. Ça peut aller jusqu'à 30 kilos. C'est également des individus qui sont nocturnes. C'est des individus, vous vous en doutez par leur taille, qui sont exclusivement terrestres et qui peuvent être très grands, donc avoisinant presque les 2 mètres. C'est la plus grande espèce qu'on a actuellement sur les 8. Ça, ce sont des petites images, donc un pangolin à ventre blanc, un pangolin géant sur votre droite. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu la taille. Vous voyez, les pangolins à ventre blanc sont globalement petits. Sur la droite, ici, c'est un pangolin de Temminck. Donc c'est une espèce qu'on va retrouver au sud de l'Afrique, mais qu'on n'avait pas chez nous, avec une espèce qui a un comportement aussi qui est nocturne, mais beaucoup plus, on va dire, crépusculaire, qui dort quand même la nuit. Et donc ça conditionne pas mal de choses quand on les a en soin sur des problématiques globales. Ça, c'est la différence entre les écailles, donc pangolin à ventre blanc que vous voyez sur la gauche et les pangolins à ventre noir, où ça fait vraiment des écailles dorées et noires sur votre droite. Ça permet assez facilement parfois d'identifier les espèces. Une phylogénie surprenante. Bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste pour vous signaler, c'est intéressant, que globalement, les pangolins sont plus proches du groupe carnivore que celui des autres mammifères, myrmécophages qu'on connaît, comme les fourmiliers ou autres. Les pangolins et l'eau. Alors, pourquoi je vous mentionne cet élément? Je vais en fait mentionner juste des éléments importants qui permettront d'ouvrir le débat et de se poser certaines questions. On sait qu'en Malaisie, il y a certains pangolins javanais qui ont été vus et observés en train de nager pour rejoindre différentes îles. Donc ça, vous en doutez, ça va poser la question de dynamique des populations et de capacité en fait de dissémination des individus. Donc voilà, ils ont une langue qui est très particulière. J'ai juste fait un petit point d'anatomie intéressant par la suite. Ça, c'est juste pour que vous voyez quand un pangolin boit. Voilà. Les pangolins ont des prédateurs qui sont divers et variés. Donc, il y a une possibilité, en tout cas, de régulation des populations de ces individus sauvages, que ce soit par des hyènes, par des lions, des léopards, même des chats dorés quand on est au niveau des juvéniles ou des jeunes individus. Même de gros pitons sont de potentiels prédateurs, parce qu'on est sur des individus qui sont pas très gros et avec comme je l'ai dit, une longueur de corps qui est relativement limitée. Sur ces espèces, les problématiques, c'est qu'on a énormément d'inconnus. On a énormément d'inconnus, que ce soit au niveau de la durée de vie, la longévité. On n'a également aucune idée de l'état actuel des populations. On a peu d'individus, pas d'individus suivis. Sur les pangolins de Temminck, au niveau de l'Afrique du Sud, on a quelques études et PhD, notamment qui sont en cours sur l'écologie de ces espèces, le suivi de ces espèces. Au niveau du Cameroun et du reste de l'Afrique du Nord, je n'en ai pas connaissance. Au niveau de la reproduction,
sur la saisonnalité de la reproduction, le fonctionnement des cycles et les différents aspects biologiques. On n'a pratiquement aucune donnée, seulement des données de captivité quand on a la chance d'avoir des mises bas et qu'on n'a pas d'avortement, ce qui est globalement quand même assez rare, sachant qu'on a des individus qui ont été braconnés et malmenés. Quand on a des femelles gestantes, on avait pas mal d'avortements. Au niveau de l'écologie et de la dynamique des populations, on est là aussi donc dans une obscurité totale sur la territorialité, donc sur les domaines vitaux, sur les chevauchements possibles de domaines vitaux, les distances de déplacement, etc. Globalement, on n'a aucune information. Quelles sont les principales causes de mortalité et morbidité dans la nature? On a pu voir des pathologies et certaines maladies infectieuses potentiellement chez les individus qu'on récupéré et qu'on soignait. Mais globalement, on n'a pas de recul sur ça, ce qui ne nous permet pas d'évaluer en fait la dynamique des populations et leur évolution dans le temps. Les particularités anatomiques et physiologiques. Je regarde l'heure, je vous mentionne les éléments qui sont importants et après j'ouvrirai sur des éléments de débat qui vont nous servir pour la suite. Un régime alimentaire spécifique. Donc en effet, comme vous le voyez ici, ce sont des animaux qui vont manger essentiellement des fourmis et des termites, donc avec une langue très spécifique. Vous voyez, ils s'alimentent avec, vous pouvez le notifier, un doigt au niveau des pattes antérieures qui est très puissant et très fort et qui permet de soulever l'écorce et d'aller chercher cette ressource alimentaire. Donc, on a une très grande diversité spécifique, 39 espèces de termites, 105 espèces de fourmis, par exemple, pour le pangolin à ventre blanc. Pourquoi ça c'est important? Il faut savoir qu'en captivité, on a énormément de mal à leur donner une alimentation de substitution. Quand on a des individus donc, qui sont en soins, certains acceptent la pâtée pour chat, pas tous. Et pour les individus qui étaient vraiment en soins intensifs, on pouvait donner de l'Emerald. Donc, c'est une sorte de formulation liquide qui est très riche, assez appétante et qui globalement était consommée. Mais sinon, la plupart du temps, il fallait trouver la nourriture. Donc, c'est-à-dire trouver des fourmis, trouver des termites dans un espace autour du sanctuaire qui n'est pas protégé et qui s'avère restreint. Donc, je vous laisse déjà réfléchir aux conséquences potentielles que ça peut avoir. Et donc, c'était également énormément de temps, sachant que je le rementionne, mais ce sont des animaux qui sont nocturnes. Donc, l'alimentation en journée, on les réveille. Elle n'est pas forcément optimale. Et sinon, c'est la nuit qu'il faut les nourrir. Une armure d'écaille en kératine, ça, c'est juste un petit point pour la suite. Il faut savoir, je le redirai, mais que c'est l'espèce de mammifère la plus braconnée au monde. Et que pour les écailles notamment, or les écailles ne sont, entre guillemets, qu'en kératine. Donc vous vous doutez un peu quel marché peut être demandeur de ces écailles au niveau de l'Asie, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique d'une quelconque vertu anticancéreuse ou autre. Une queue adaptée à l'environnement. Pourquoi c'est important? Je vous l'ai mentionné, il y a notamment le pangolin à ventre blanc, ce sont des espèces arboricoles et donc totalement pour le pangolin à ventre noir. Lors du trafic de ces animaux, ce sont des pièges qui les prennent et globalement, on avait beaucoup d'amputations, donc des amputations de pattes avant, de pattes arrière ou des amputations de queue. Donc se poser la question là du point de vue être vivant en lui-même, est-ce qu'il faut faire l'amputation? Est-ce qu'elle doit être tentée? Et quelle est la capacité derrière de réhabilitation de ces animaux qui sont globalement très dépendants de cette queue pour s'équilibrer ou pour grimper? Sachant qu'ils ont également un pad sensitif à l'extrémité de cette queue avec des corpuscules de Pacini, donc qui permet une orientation dans l'environnement et une perception du monde qui les entoure. La spécialisation alimentaire, je l'ai mentionné, ils n'ont pas de dents et ils ont une langue unique qui leur permet de manger. Donc en fait, lorsqu'on récupère aussi des animaux braconnés, il y a parfois des langues qui sont arrachées et donc en fait l'impossibilité de réhabiliter ces animaux et ça se solde malheureusement par des euthanasies quand il n'y a plus de langue.
Donc je vais passer sur les aspects anatomiques. Ça, c'était juste une petite photo pour vous montrer, l'anatomie de la langue. C'est quand même très intéressant. En fait, vous avez 2 os longs qui sont assez flexibles, qui viennent s'insérer. C'est les structures blanches que vous voyez au niveau du sternum et qui sont activées par des muscles. Et donc, en fait, on va avoir un processus, mince, désolée, d'enroulement ou de déroulement de la langue. Donc, c'est ce que vous voyez quand il mange, quand il cherche à laper. Et donc, quand cette langue est arrachée ou coupée, elle peut être désinsérée jusqu'au début du sternum, donc jusqu'à la jonction avec ses os, ce qui fait que c'est irrécupérable et il n'y a plus possibilité pour l'animal de s'alimenter. La reproduction, on a de nombreux inconnus. Je passe cet aspect-là. Donc, quelles sont les menaces qui pèsent sur les espèces? Pour que vous ayez un petit aperçu, c'est quand même important. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est l'espèce de mammifère la plus braconnée au monde actuellement. Je ne dirais pas dans l'indifférence générale, mais plutôt dans la méconnaissance générale, déjà de l'espèce et justement de ce braconnage intensif. Donc toutes les 6 minutes, un nouveau pangolin est braconné. Et je le répète, ils n'ont pas de moyen de défense à part se mettre en boule. Donc c'est des animaux qui ont peur, ils se mettent en boule et littéralement, vous pouvez les cueillir. Il n'y a aucun souci, ils ne peuvent pas mordre. Les griffes sont potentiellement douloureuses, mais ils ne s'en servent pas comme moyen de défense. Ça, c'est un petit statut sur, vous connaissez tous, je pense, la CITES, l'annexe 1. En Afrique, vous voyez que nous, on est sur des espèces qui sont soit vulnérables, soit en danger. Alors, un petit focus sur le Cameroun. Quelle est la législation? Il faut savoir qu'ils sont tous protégés, mais donc il est interdit de les attraper, de les tuer, de les vendre ou les consommer. Il y a des amendes en théorie qui sont mises en place. Le souci, en fait, c'est l'éducation. Enfin, j'aime pas trop ce mot, plutôt l'information des populations locales quant à ce statut. Et en fait, une méconnaissance générale où certaines personnes sont réellement pas informées qu'il est interdit de vendre du pangolin en tant que viande, parce que eux, c'est une alimentation parfois de subsistance quotidienne pour certaines familles. Donc, on a de la consommation de viande de brousse, comme vous le voyez, du trafic d'écailles pour la médecine chinoise. Donc, nous, je vous le répète, on n'était pas confrontés directement à récupérer des écailles ou ce genre de choses. Le trafic se fait plutôt au niveau des ports et des gros aéroports et la destruction de l'habitat naturel. Au centre, là où on peut agir, c'est sur la consommation de viande de brousse avec récupérer des individus vivants avant qu'ils finissent à la casserole. Ici, c'est une petite map qui montre les exports qu'il y a, donc, notamment pour la Chine et le Vietnam, qui sont les gros demandeurs. Et en fait, le Cameroun est un peu un hub, comme avec la Tanzanie, de centralisation de ce braconnage, donc qui proviennent du nord ou du centre de l'Afrique. Alors avant, ils avaient leur espèce asiatique. Actuellement, les espèces asiatiques, vous l'avez vu sur la petite classification que j'ai mise, elles sont toutes en danger critique d'extinction. Donc les trouver dans la nature, c'est de plus en plus compliqué. Donc maintenant, l'export se fait les imports, pardon, se font à partir de l'Afrique. Donc ici, c'est quelques images. C'est des espèces peu connues, comme on l'a dit. Donc en fait, il n'y a pas une protection internationale qui est très rigoureuse. Elles sont peu considérées, il y a peu de compassion, parce que c'est des êtres quand même assez rustiques, assez ancestraux. Une écaille de pangolin, c'est tout petit. Donc mine de rien, une fois commercialisé, mis en poudre, c'est très dur de lutter contre ce trafic. Et je l'ai déjà dit, c'est des espèces qui sont très faciles à braconner. Donc, on estime qu'entre 2000 et 2013, il y a plus d'1 million de pangolins qui ont été illégalement commercialisés dans le monde, donc vivants ou détruits. Ça, c'était juste des petits articles, si ça vous intéresse, pour montrer que pour l'instant, il n'y a aucune vertu thérapeutique qui a été mise en évidence concernant la kératine et ses écailles. Donc, on a la problématique sur les pangolins, mais on a aussi la problématique sur de nombreuses autres espèces qui sont braconnées pour de potentielles vertus qui n'ont pas été prouvées pour le moment, en tout cas. Donc, voilà pour les articles. Et ça, bien sûr, vous en doutez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, on pourrait estimer qu'il y a il y a plus d'1,5 million de pangolins qui seraient braconnés en 1 an, en 3 ans, pardon, si on considère tous les individus vivants et pas seulement les écailles qu'on arrive à saisir.
Alors, les actions, je vais les dire rapidement à l'oral et en fait, enjeu et pérennité. Je n'ai pas fait de slide parce que c'est un débat que j'ouvre, d'avis, que j'ai eu ou en tout cas de questionnements personnels, que j'ai eu. J'ai eu plusieurs points de de comment dire? De remise en question parce que j'étais tiraillée entre l'aspect vétérinaire, donc l'aspect de sauver des êtres vivants et j'étais tiraillée avec l'aspect conservation comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs, donc dans le fonctionnement de ce centre et le fonctionnement avec le Cameroun, qui ont émergé, il y a un premier aspect qui était politique et éthique. Il faut savoir que les pangolins, en fait, on travaille avec le gouvernement qu'on paye pour saisir les pangolins. Donc les pangolins sont soit saisis au bord des routes, soit ils les trouvent chez des particuliers, soit des fois, en fait, on paye pour avoir de la destruction de marchés, de viande de brousse où on saisit les pangolins, sachant que derrière, les marchés, quelques mois plus tard, sont à nouveau opérationnels. Et parfois, on est aussi confronté au fait de nous trouver des pangolins sur le bord de la route, donc qui étaient encore vivants. Et si on voulait les sauver, donc là aussi, hein, c'est une question qui est ouverte, est-ce qu'il fallait les sauver ou pas? C'est qu'il fallait acheter ces pangolins. Donc là, les questions qui, pour moi, émergeaient où je suis tiraillée, c'est que quand on achète des pangolins sur le bord de la route, issus de braconnage, ben, on participe à ce braconnage aussi indirectement, parce que ces personnes-là, si on ne les sensibilise pas en amont et en aval, bah, elles vont juste retourner braconner d'autres pangolins dans les forêts alentours, et c'est des forêts qui ne sont non protégées. Donc ça, c'était un premier point. Il y a aussi un aspect où le gouvernement et le ministère, donc qui est plein de bonnes intentions, mais c'est quand même des gouvernements qui ne sont pas neutres et pour certains membres où il peut y avoir de la corruption. Donc, question également de la viabilité à long terme de tels projets où on paye en fait des gouvernements potentiellement corrompus et qui veulent qu'on les paye pour retrouver des pangolins et pour nous les ramener. Euh, Tant qu'on les payera, ils nous trouveront des pangolins. Donc la question, c'est est-ce que l'argent, il doit être investi autrement ou autre part pour lutter de manière pérenne contre ce trafic. Donc ça, c'était voilà, les premières questions que moi j'avais un peu sur les réflexions politiques et éthiques. Il y a un autre aspect qui me semble essentiel et très important, bah, c'est l'aspect social et économique, comme je vous l'ai dit. C'est que la plupart des gens qui chassent les pangolins pour la viande de brousse, c'est pour de la subsistance, c'est pour vivre, c'est pour manger. Il y a plusieurs locaux qui ne sont pas forcément informés de la réglementation sur cette espèce, des sanctions que ça encourt et que c'est une espèce protégée. Là aussi, quelle doit être la part d'éducation des populations locales, de sensibilisation et quelle part d'argent doit être mis à profit pour ça. Et de même, donc c'est des personnes qui chassent pour la plupart du temps pour manger et pour nourrir les enfants. Se pose la question de est-ce qu'un projet où on trouve également des sous pour nourrir les enfants, fournir du blé, fournir du maïs ou un autre type de viande, donc comme du poulet ou autre, est-ce que ce serait pas peut-être plus viable ou en tout cas est-ce que c'est pas une solution qu'il faut implémenter en parallèle pour que sur le long terme on ait des répercussions voilà, qui soient pérennes et qu'on arrête de braconner dans ces zones avec potentiellement le recrutement justement de ces personnes sous forme de garde pour faire des brigades qui permettraient de lutter contre les pièges qui sont mis en place dans les forêts alentours, sachant que ce sont des braconniers, ils connaissent très bien les lieux où les autres braconniers mettent les pièges, et donc payer ces personnes pour lutter directement en fait en amont contre la chasse de ces animaux. Et enfin, un autre aspect qui émergeait, c'est sur l'aspect environnemental. Sur l'aspect environnemental, il y a deux points qui m'ont posé question. Donc un point qui est en lien avec le centre et un point qui est en lien avec où c'est qu'on relâchait ces individus. Donc comme je vous l'ai dit, au centre, il n'y a qu'un seul centre pour tout le Cameroun et globalement toute l'Afrique du Nord et du centre. Donc ce qui fait que potentiellement, on peut avoir des individus qui arrivent de très loin. Et je vous ai dit, on a peu d'alimentation de substitution. Donc il faut les nourrir de fourmis et de termites. Sachant que ça paraît simple comme ça, mais trouver des fourmis et des termites, ben, ça peut être vite compliqué pour nourrir ces individus qui sont hospitalisés et qui restent plus ou moins longtemps. Et donc, on a la question en fait d'appauvrissement des ressources en fourmis et termites autour du centre.
sachant que des fois, il faut marcher plusieurs heures pour essayer de nourrir les individus. Sur le long terme, moi j'étais là-bas il y a 1 an. Je me pose vraiment la question à courte durée de temps, c'est-à-dire moi, quelques années. Est-ce qu'il y aura une régénération des ressources proches du centre en termes de fourmis et termites qui permettra d'assurer la nutrition des individus hospitalisés? Ça, c'est la première question. Et ensuite, le lieu de relâche, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, c'est au niveau de la réserve du Dja. Donc, qui est une réserve plus au sud, donc qui est protégée, ce qui fait qu'il y a des éco-gardes ici qui patrouillent et qui permettent de limiter le braconnage. Et donc, c'est pour ça qu'on relâche les individus là-bas. Mais c'est une réserve qui est également de petite taille. Et on n'a aucune idée des dynamiques de population. On ne sait pas quelle est la capacité de dispersion des individus à un temps T. Les chevauchements de niche, si ils sont possibles ou pas. On n'a pas trop non plus d'infos sur la territorialité, mais on sait que ce sont des individus qui sont solitaires, donc potentiellement qui ont au moins un domaine qui est assez étendu ou au moins ou un domaine vital où il n'y a pas de chevauchement avec d'autres individus. Donc là aussi, la question c'est comment réfléchir ou comment penser sur le long terme sur ce lieu de relâche des individus. Est-ce qu'au niveau du biotope, ça va être viable, au niveau du territoire, au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'au niveau, pareil, des pressions, des pressions de pathogènes, parce que quand on relâche beaucoup d'individus au même endroit, même si on essayait de varier les sites de relâche, au bout d'un moment, on arrivait sur une zone de relâche qui était identique à celle d'il y a quelques semaines ou quelques mois, parce qu'on avait accédé, parce que les accès aux zones sont compliqués. Donc, en fait, des fois, on relâche où on peut. Donc, quelle est la question là pour les individus en termes de viabilité des populations? Est-ce qu'on augmente des pressions infectieuses de certains pathogènes dont on n'a pas conscience? Voilà, c'était un peu toutes ces questions. Et sur la dispersion de ces individus se pose aussi la question de s'ils sortent de la réserve, c'est des individus qui potentiellement vont être braconnés à nouveau. Comme on n'a pas de suivi GPS ou autre de ces individus, alors on a un suivi qui a été fait par, on marquait au niveau des écailles. Donc un code, chaque individu était marqué au niveau des écailles par des trous. Sachant que les écailles peuvent se casser, c'est pas forcément ou qui peuvent être blessés ou prédatés ou avoir des blessures. On n'est pas sûr à 100% d'être en capacité de réidentifier un individu s'il est braconné et qu'il tombe à nouveau dans nos mains. Donc voilà, c'était un peu toutes ces questions. C'est un débat qui est ouvert où moi-même j'aimerais avoir des retours d'expérience ou des avis sur ça si vous en avez. Et je suis ouverte à toute question. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marie pour cette présentation très intéressante. Je n'ai pas vu de questions dans le chat a priori, mais est-ce que certains ou certaines participants et participantes aimeraient réagir sur, notamment sur toutes les dernières questions qui ont été soulevées et qui dépassent la seule espèce du pangolin? Je pense que ça peut être des angles de réflexion sur beaucoup d'autres espèces en danger. Est-ce que quelqu'un aurait envie de réagir? Oui, Damien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolé, moi j'ai pris un peu le train en retard pour des raisons de connexion. Donc j'espère que mes questions ne seront pas redondantes sur des choses qui auraient peut-être déjà été dites. Pas de souci. Et merci beaucoup Marie, oui, pour la présentation et pour travailler avec un certain nombre de partenaires au sein du PPI qui eux aussi se posent la question de comment mieux conserver les pangolins en Afrique de l'Ouest et centrale. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font résonance à leurs questions à eux aussi. Et donc, première question peut-être que j'ai à te poser, Marie, c'est par rapport à la recherche. On voit qu'il y a beaucoup de questions de recherche. La territorialité, comment faire de l'alimentation de substitution en milieu captif, etc., etc. Et je voulais savoir en fait si vous aviez des partenariats avec en fait des centres de recherche. Est-ce que les chercheurs s'intéressent à ces questions? Est-ce qu'on arrive à les intéresser à ces questions en Afrique et ailleurs? Deuxième question, c'est aussi quelle collaboration avec l'Asie, parce que j'imagine aussi que des initiatives se passent en Asie pour essayer de conserver les populations asiatiques. Est-ce que voilà, il peut y avoir de la coopération sud-sud sur ces sujets-là? Et vu que justement vous êtes
probablement un certain nombre à travailler sur ces questions de conservation des pangolins, avec toutes leurs particularités. Est-ce qu'il existe un réseau, des réseaux d'acteurs qui se posent ces questions pour essayer de ne pas rester isolés avec ces questionnements? Merci. Pas de souci. Merci pour les questions. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Ça va peut-être aussi se rechevaucher à certains moments. Alors, en ce qui concerne la recherche, il y a de la recherche qui est en cours. Beaucoup en fait sur le pangolin de Temminck, qui est plus au sud, qui est plus étudié et qui est une espèce plus facile à étudier, notamment par le mode de vie. Nous, c'est une des difficultés auxquelles on a été confrontés au Cameroun sur les espèces qu'on avait. Pour la maintenance, pour la réhabilitation, etc. C'est très compliqué. C'est vraiment des espèces, notamment le pangolin à ventre blanc, qui est le principal qu'on accueille, qui est nocturne. Et donc, globalement, les soins, tout devait se faire la nuit. Donc là, on a au niveau de la recherche, c'est beaucoup moins aisé quand même quand on est sur des espèces nocturnes qui sont fouisseuses et qui sont arboricoles. Pour étudier ça, donc, en fait, il y a un aspect recherche écologique qui serait indispensable et qui, à l'heure du jour, n'est pas mené sur ces espèces d'Afrique du Nord, sauf méconnaissance de ma part, mais qui est mené notamment sur le pangolin de Temminck au sud. Et on a d'autres aspects recherche où moi j'étais un peu plus sur ça, sur l'aspect purement vétérinaire, où pour ces espèces, on n'a aucun paramètre sanguin, on n'a aucune donnée de base. Donc là, ma consoeur qui est sur place, Marine Montblanc, travaille sur ça actuellement justement avec des fonds du Seva Wildlife Research Fund sur essayer de mettre en place une base de données pour déjà avoir des paramètres de ces individus, notamment des paramètres sanguins, biochimiques, pour essayer de mieux les réhabiliter et de les prendre en charge de manière plus optimale. Ça, voilà, sur la recherche, j'avoue que je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Moi, j'ai été là-bas ponctuellement. Je vois que Marine n'a pas pu se connecter. Je l'avais invitée parce qu'elle elle effectue de la recherche avec tous les échantillons qu'elle peut avoir. Et justement, depuis qu'elle est sur place, elle essaie de collecter un maximum de données. Et donc, elle est en lien avec l'Université de Toulouse pour ça. Donc, je pense que c'est mené à évoluer avec le temps, mais on est toujours confronté à une difficulté quand même majeure qui est le financement et les capacités de financement sur ces projets. Pour ce qui est des espèces asiatiques, elles sont quand même pas mal différentes aussi sur le fonctionnement et les lieux où elles vivent. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de coopération pour le moment nord-sud ou de réseaux qui permettent de croiser les connaissances entre les espèces asiatiques et les espèces d'Afrique, sachant que les espèces asiatiques sont très menacées. Moi, du peu que je sais, parce que j'ai été confrontée justement à un pangolin quand j'étais en Asie, en Indonésie, sur un autre projet. Ça a été la même problématique. C'est un pangolin que j'ai saisi dans un village d'une communauté perdue au fond de la jungle qui allait le manger. Donc, c'est des espèces qui sont aussi très cryptiques, très discrètes. Et je ne sais pas quel est l'état actuellement des recherches sur ces espèces, sachant qu'on est dans des milieux qui sont parfois encore plus denses. Donc, je pense que c'est très compliqué là aussi. S'il y a d'autres intervenants qui ont plus d'informations sur ça, je suis preneuse. Et enfin, la dernière question, Damien, est-ce que vous voulez bien me la répéter? C'est le réseau, les questions un peu de réseau. Est-ce que vous collaborez entre acteurs qui se posent ces questions de conservation des Ouais. pangolins? Eh ben, c'est une bonne question. Alors là, ça va être aussi un point de vue très personnel. Je ne parle pas du tout au nom du THF ou autre. Moi, du peu que j'ai pu voir sur place et constater aussi par des échanges divers, c'est que même si le fait de vouloir préserver l'espèce est au centre des préoccupations pour nombre d'acteurs, il y a un aspect très conservationniste et de vouloir être au premier plan qui fait que les débats ou les potentialités qu'il y aurait de travailler ensemble sont vite stoppées des fois par des égos et des fiertés. Donc ça, on peut le constater malheureusement dans d'autres projets ou dans d'autres domaines avec d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi, moi, posé problème. C'est cet aspect de ne pas vouloir partager les connaissances, de ne pas vouloir partager ce qui se passe dans un centre avec d'autres espèces. Et ça, malheureusement, c'est totalement aujourd'hui entre les mains des personnes qui ont les centres, qui ont ces connaissances
J'ai essayé, moi, de faire de la mise en relation d'acteurs, justement, entre le THF, qui a un centre au Zimbabwe pour le pangolin de Temminck, et un autre acteur au niveau de l'Afrique du Sud sur le pangolin de Temminck. Et ça a été assez compliqué. Tout le monde se tire dans les pattes sans aller dans une vision commune qui pourrait être très constructive, que ce soit pour la recherche ou autre chose. Alors là, une fois, ce n'est que mon avis de ce que j'ai pu constater suite à des démarches personnelles. Il y a peut-être d'autres choses qui marchent et j'espère que c'est le cas. Mais je pense effectivement que ce serait essentiel de se mettre en lien les différents acteurs, au moins au niveau des espèces africaines. Je pense que les problématiques en Afrique et en Asie à gérer sont peut-être différentes et compliquées à entremêler. Mais par contre, pour tout le continent africain, je pense que ce serait très important effectivement d'avoir une coordination des différents acteurs sur ça. Merci Voilà, en Marie. espérant que ça... Merci beaucoup. Je vois que Blandine a également une question. Blandine, je te laisse la main. Merci Ariel, merci Marie pour cet exposé passionnant. Je ne connaissais pas vraiment le pangolin. Moi, je travaille pour l'IUCN actuellement et je renforce les capacités d'ONG locales à travers le monde. Et pour ton information, écoute, je peux te mettre en contact éventuellement avec une des associations qui est au Laos et qui s'appelle Laos Conservation Trust Wildlife et qui ont aussi un centre de réhabilitation. Et le pangolin, même si ce n'est pas exactement les mêmes espèces, est une des espèces phares. Moi, je me demandais, en fait, en vous écoutant, puis alors au-delà de l'Asie, il y a aussi d'autres ONG et associations en Afrique. Je pense notamment à Boyer au Cameroun, à Arosha au Ghana, qui travaillent également sur le pangolin, tu les connais sans doute. Mais je me disais qu'en fait, en entendant, et on le rencontre souvent, c'est pas nouveau, cette espèce de petite compétition entre les ONG, notamment pour des financements qui sont de plus en plus restreints. Pourquoi pas essayer de mettre en place un projet commun qui serait financé par un bailleur unique, alors évidemment en gardant les spécificités des zones soit Asie, soit Afrique, mais c'est quelque chose peut-être à explorer parce que de plus en plus de bailleurs souhaitent financer des protections d'espèces, mais peut-être sur des zones géographiques un petit peu différentes, ce qui mettrait un peu tout le monde d'accord finalement. Et je me posais la question, je n'ai pas fouillé, mais je me demandais s'il n'y avait pas au sein de la commission sauvegarde des espèces de l'IUCN un groupe pangolin, tout simplement. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le créer s'il n'existe pas? Merci oui, pour ce rebondissement. Je rebondis avec des questions, mais sur le fait d'avoir un bailleur commun pour travailler voilà, sur une protection de ces espèces. Moi, c'est vrai que les questions de fond que j'ai, c'est par où il faudrait attaquer. Aujourd'hui, moi, j'intervenais en tant que vétérinaire sur centre de sauvegarde. Chaque individu compte, donc on sauvegarde ces individus et c'est l'aspect veto qui prend le dessus de se dire qu'on ne peut pas laisser mourir un individu. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup la question de est-ce que c'est le bon abord pour avoir le maximum d'impact avec ce que ça coûte de faire des soins, d'avoir des médicaments, même s'ils étaient restreints sur des amputations. On était quand même sur la médecine, je ne vais pas dire basique, mais en tout cas avec les moyens du bord. Est-ce que c'est là où il faut mettre de l'argent ou alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre de l'argent de racheter des forêts à côté qu'on protège avec des gens qu'on emploie pour enlever les pièges? Et c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître d'autres projets où on est à Madagascar, ce genre de choses, pour le braconnage des lémuriens. Et avant de se dire on va soigner les individus, les animaux sauvages qui sont braconnés, c'était en amont qu'on agit pour avoir de l'impact. Et c'est vrai que je me pose toujours la question de... Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue de dire on va soigner ces individus qu'on relâche, mais en fait, on ne coupe pas la source en amont. On travaille avec des gouvernements qui, mine de rien, sont corrompus, etc. Donc, oui, pour un bailleur de fonds commun, sur un projet commun pour toutes ces espèces, mais est-ce que déjà les problématiques du pangolin de Temminck au sud sont un peu différentes par rapport au trafic, etc. Donc, est-ce que ça pourrait être inclus dans un même projet ou non que les espèces qu'on trouve sur le pangolin à ventre blanc et le pangolin à ventre noir? Voilà, en fait, c'est un peu toutes ces questions où, sincèrement, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faudrait mettre différents acteurs impliqués autour de la table pour savoir ce qui est judicieux. Là, se poser la question d'agrandir le centre de sauvegarde,
Pour moi, ce ne sont encore que des opinions personnelles, mais que ce soit en tant que vétérinaire ou avec l'aspect conservation, c'est pas ça qui va régler le problème. Au contraire, plus on va accueillir de pangolins, plus on a de place pour accueillir des pangolins, plus le gouvernement qui veut des sous est OK pour nous trouver des pangolins. Les pangolins, on devait en refuser. Donc, c'était la capacité d'accueil, on va l'augmenter, mais le nombre de pangolins qui va arriver va augmenter. Mais donc, potentiellement, le nombre de pangolins braconnés va aussi augmenter. Et donc, moi, c'est tout ça qui me pose problème, qui me questionne, de se dire où c'est qu'on doit attaquer pour essayer de stopper ça, en fait. Et donc, voilà. Là, je n'ai pas la réponse. Et pour le groupe de pangolins du groupe de l'IUCN, normalement, il y a un groupe de spécialistes, il me semble, des pangolins. Je ne suis pas sûre s'il y a quelqu'un qui veut confirmer, mais il y a bien des personnes qui sont en charge de ça au niveau du comité français de l'UCN. Oui, tout à fait. J'ai vu que Paul avait partagé le lien dans le chat sur le groupe de spécialistes au sein de la commission. Pas vu. Je me déplace juste, il faut que j'aille chercher un chargeur, je suis désolée. Un souci. Mais, voilà. Blandine, je ne sais pas si vous voulez rebondir. C'est vrai que ça ne répond pas vraiment à votre question, ça en soulève d'autres, mais c'est toutes les interrogations que j'avais. Mais justement, non, c'est super parce que ça permet de savoir un petit peu l'état d'avancement de cette thématique et d'envisager d'aller plus loin. Et je vous invite vraiment à prendre contact avec cette association au Laos qui a justement s'est posé les questions de pas simplement sauver l'individu, mais tout ce qu'il y a autour et avec des lignes vertes pour dénoncer les captures d'animaux illégaux. Enfin, il y a tout un processus qui est assez complet et qui prend le problème de A à Z. Je vous envoie le lien de cette association dans le chat. Et puis oui, à voir si un groupe ne devrait pas se constituer avec des ONG un peu similaires pour essayer de trouver une articulation en prenant en compte évidemment toutes les composantes et pas simplement la simple sauvegarde de l'individu. Mais tout ce qui concerne l'habitat, le braconnage, la sensibilisation et cette question toujours très compliquée avec les autorités, jusqu'à quel point on soutient les autorités et quels peut être les effets contraires et pires finalement. Oui. Merci. Oui. Pas de souci, merci beaucoup. Oui, je pense que c'est indispensable. Et après, le point qui me pose toujours question, c'est quelle capacité, en étant extérieur, on a d'arriver à réunir autour de la table des personnes qui, des fois, ne veulent pas travailler ensemble et où il y a des concours d'ego sur des articles scientifiques, ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que c'est un élément où je n'ai pas de réponse non plus de comment arriver, sachant que l'objectif est commun, même si c'est des ONG différentes, de les mettre autour de la table, quoi. Oui, Damien. Oui, c'est pas une réponse, mais une tentative. Enfin, c'est pas même plus une tentative, mais peut-être juste un prolongement de la question et de la réponse. De mon point de vue, en fait, une des pratiques qu'on a avec le PPI aujourd'hui et qui a l'air de fonctionner quand même plutôt pas mal, c'est de commencer par des groupes WhatsApp. Donc, former petit à petit des communautés de pratiques autour d'espèces ou de thématiques. Et donc d'y associer au fur et à mesure en fait qu'on a des contacts avec X ou Y personnes qui ont un lien avec, dans le cas de figure, le pangolin, pouvoir les intégrer au groupe et animer ce groupe qui est du partage d'informations un peu informel au départ et peut-être il va y avoir des convergences d'opinions, d'intérêts qui vont naître et qui peuvent déboucher sur quelque chose de plus formel par la suite. Mais peut-être comme premier pas, moi je dirais voilà, un groupe WhatsApp par exemple pourrait être une bonne étape. Ok, bah, super. Oui, on va y penser et puis je vais le soumettre aussi aux personnes qui sont maintenant plus en lien direct sur ça, de voir comment ça peut s'articuler. Merci beaucoup, Damien, pour la suggestion. Juste un petit mot pour mentionner que Blandine a partagé le contact de l'association dont nous parlions juste à l'instant, histoire que tu puisses en prendre connaissance, Marie. C'est tout bon, super. J'ai enregistré le lien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et est-ce que nous avons peut-être d'autres
Questions, réactions? Oui, Damien. Désolé, je ne veux pas monopoliser la parole. Une autre question, je ne sais pas s'il y avait des liens avec le milieu zoologique européen ou américain d'ailleurs, voire asiatique, sur cette question de maintien en captivité des pangolins. Alors, pas à ma connaissance, dans le sens où il y a très peu de pangolins en captivité, si ce n'est aucun, dans des milieux zoologiques. C'est que des individus sauvages, donc ça se gère sur le terrain. C'est pas des espèces qui sont maintenues en captivité, parce que alors déjà c'est des espèces qui se maintiennent très mal en captivité. Là, on le voit quand on essaie, quand on les a. L'objectif, c'est vraiment de les réhabiliter le plus vite possible. Au niveau de la reproduction, c'est aussi très compliqué. Donc non, à ma connaissance, il y a pas de, c'est pas des espèces qui sont, c'est vraiment des espèces qui sont très peu connues, peu étudiées, et même on les a pas en captivité. Donc c'est assez compliqué sur ça. Et c'est quand même un régime alimentaire qui est très particulier. Des fourmis et des termites, pour avoir de l'alimentation de substitution à moindre coût et sans déclencher des pathologies ou avoir des conséquences cliniques derrière biologiques, c'est aussi un challenge sur ça. Donc voilà. Ça marche. Mais c'était justement parce que si jamais il y en avait en captivité dans des milieux zoologiques, ça permettrait de les intéresser sur la question, clairement. Oui, et C'est pas le cas, apparemment. oui, non, enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il faudrait que je recreuse, mais il n'y en a pas. Et c'est pour ça que c'est aussi un des problèmes, en fait, c'est qu'il n'y en a pas et qu'il y a très peu d'acteurs qui sont sur le pangolin. Blandine mentionnait d'autres centres, mais en fait, c'est des centres qui ne sont pas que spécialistes des pangolins. C'est des centres qui récupèrent autre chose et de temps en temps, ils ont des pangolins. Et en fait, ce centre-là ne récupère que des pangolins. Donc, c'est un des centres spécialistes du pangolin en Afrique, si ce n'est le spécialiste. Et c'est là où c'est très compliqué, c'est qu'ils pensent avoir le monopole sur tout, que le partage d'informations est compliqué, que les données qu'ils accumulent depuis 30, 40 ans restent très sectaires, alors qu'il faudrait qu'il y ait du partage, il faudrait qu'il y ait des échanges avec de l'Asie ou même avec les autres ONG qui sont sur le pangolin de Temik en Afrique du Sud. Et donc ça, c'est un vrai facteur limitant où en face, on n'a que quelques personnes, mais humaines, qui détiennent un peu la main mise sur le fait de vouloir ou non partager. Et donc, c'est pour ça que le groupe WhatsApp et tout, c'est des super idées, c'est très bien. Moi, j'ai vu que j'avais essayé de mon côté d'essayer de faire bouger des choses, interagir, etc. Et c'est très compliqué. Surtout que moi, j'étais là-bas en remplacement et de manière ponctuelle et que toutes ces questions ont émergé et voilà, et ça a été des discussions avec Jean-Marc ou autres. Mais voilà, sur place, c'est vraiment dans la main de moins de 10 personnes, quoi. Et donc, c'est aussi une difficulté sur ça. Ok, bien noté, Marie. Merci pour les questions. Parfait. Merci beaucoup, Damien. Est-ce que nous avons peut-être d'autres interventions, questions? Ou Marie, si tu voulais rajouter l'un ou l'autre point. Et je pense que j'ai soulevé un peu, moi, toutes mes interrogations que j'avais de mon côté, avec des interrogations qui ont émergé de projets que je connais qui sont gérés autrement sur des problématiques similaires de braconnage, notamment avec les lémuriens ou d'autres espèces. Et donc voilà, c'était plus avoir des retours d'expérience et voir comment on peut peut-être tendre vers autre chose, puisque mon avis personnel, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas être viable comme ça sur le long terme. Ce n'est que mon avis, hein, je tiens vraiment à le dire. Mais il faut prendre en fait la problématique par un autre point et pas agir juste dans l'urgence. Et comme je le faisais en tant que vétérinaire en aval. Et alors, ça ne remet pas du tout en question ce qui doit être fait en aval par les vétérinaires s'ils doivent être là. Parce que on est face à des vivants. Et voilà, comme je disais, quand il faut laisser un pangolin qui est encore vivant accroché au bord de la route, même si on n'a pas envie de l'acheter, le problème c'est que c'est un individu. Donc, on est pris un peu en étau entre toujours voilà, l'aspect individu et l'aspect populationnel auquel on est confronté en conservation, que ce soit comme ça ou autrement. Donc je pense qu'il faut que ce soit vraiment pris par plusieurs
plusieurs axes stratégiques à la fois, que ce soit sur l'aspect environnemental, sur l'aspect des soins purement vétérinaires, et puis sur l'aspect social, éducation et financement aussi pour des populations qui sont quand même dans la misère sur place, et ça reste de l'alimentation, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Marie. Je vois que Damien, merci pour le partage. Si jamais tu veux rebondir, n'hésite pas. Je vois que tu as rajouté quelques éléments dans le chat. Oui, je faisais des recherches parallèles en fait, en même temps qu'on échangeait. Donc, je vois qu'il y a je crois, une organisation qui est très active au Nigeria aussi, hein, sur les questions de conservation de pangolins. Et je vois qu'il y a même dans l'article Mongabé qui est publié, je vois même un pangolin équipé justement d'une balise GPS ou je sais pas si c'est un émetteur VHF, en tout cas pour pouvoir peut-être travailler sur la territorialité, donc les questions de territorialité dont on parlait tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui travaillent déjà actuellement. L'article date de 2021. J'imagine que les résultats sont disponibles. Et de la même façon, là, j'ai vu qu'il y a un zoo à Prague qui annonce la naissance en 2024 de pangolins en captivité. Mais voilà, j'imagine que c'est plus asiatique qu'africain, je ne sais pas. Alors, je Mais peux voilà, pas... peut-être c'est ça aussi l'intérêt, hein, de cette veille permanente. Si on a un groupe d'acteurs, on peut canaliser les informations qui viennent d'un peu partout sur le même sujet et voir ce qu'on en fait. Super, merci pour les liens. J'irai voir, j'arrive pas à les ouvrir, je sais pas pourquoi. Mince. Et ouais, 2024, c'est tout récent. J'irai voir Prague. J'ai vu ça, zoo de Prague. Ok, Ouais. super. Bah, merci beaucoup pour les liens complémentaires. Merci beaucoup. Blandine, je te vois écrire si jamais tu veux rajouter quelque chose. On a encore un petit peu de temps, si c'est plus simple. Okay. Peut-être, Blandine, je parle aussi sous ta tutelle, si personne ne veut prendre la parole tout de suite, mais Marie, faut pas hésiter. Ouais, si tu penses que voilà, c'est intéressant demain de créer cette fameuse communauté de pratique autour du pangolin, Blandine et moi, on accompagne alors des acteurs peut-être un peu différents, mais voilà, qui travaillent effectivement sur la conservation des pangolins en Afrique et en Asie. Et donc voilà, ça pourrait être une bonne base. Et on pourrait travailler ensemble à créer ce groupe-là et à l'animer. Oui, bah avec plaisir. Je ne sais pas si c'est possible de nous mettre en relation, Ariel, à la limite, ou je ne sais pas si vous avez mon mail, mais qu'on rééchange entre nous une autre fois, qu'on trouve un moment. Ça serait très intéressant qu'il y ait ma consoeur Marine Montblanc aussi, qui elle est passionnée de cette espèce, qui ne fait que ça, qui est très compétente et qui est dans de la recherche plus active, où moi je suis un peu partout à la fois et je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Alors avec grand plaisir pour le lancer, mais ensuite il faudra quelqu'un pour l'animer et se focaliser dessus, et je ne serai pas en capacité de le faire. Mais par contre, avec grand plaisir, si on peut trouver un moment pour échanger, ça peut être super si on arrive à impulser une dynamique qui, à l'heure actuelle, n'est pas trop présente à ma connaissance. Eh bien, avec plaisir. Je peux vous mettre mon adresse dans le chat, comme ça je vous laisse me contacter directement si ça vous va. Avec plaisir, oui. Génial. Et comme ça, on convient d'un moment pour se retrouver et échanger. Hop là. Hop, elle est envoyée. Dites-moi si vous recevez. Normalement, c'est parti. Super. Bien reçu, oui. Génial. Parfait. Super. C'est effectivement très, très intéressant, très positif. Merci à tous. Ça, je vois qu'on a une remarque d'Émilie également sur un contact. Ouais, sur Dr Mathieu Chalet. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Émilie, pour le complément. Si je crois, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense que nous allons clôturer. Le café Broche touche bientôt à sa fin. Voilà, je regarde quand même un peu le chat pour ne pas manquer de dernières questions ou réactions. Mais pendant ce
temps, juste pour rappeler que la session a été enregistrée et que la vidéo sera bien sûr partagée avec les participants et publiée sur la chaîne YouTube du Comité français de l'UICN et sur la page web du groupe de travail. Donc, elle sera diffusée assez largement. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me recontacter et bien sûr contacter également Marie qui a partagé son contact dans le chat. Et merci, merci encore à toutes et tous pour votre participation et bien sûr merci à Marie pour cette présentation très intéressante et ces échanges par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à toutes et Au tous. revoir, à bientôt. Oui. Merci À bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.